I can assure you, France will not give up the fight. I reaffirm clearly that the Paris Agreement remains irreversible and will be implemented, not just by France, but by all the other nations. Over the coming hours, I will have the opportunity to speak with our main partners to define a common strategy and to launch new initiatives. I already know that I can count on them. I call on you to remain confident. We will succeed because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Remise à plat du système. Ah, tout à fait. Moi, je demande déjà, nous demandons, et nous sommes plusieurs, c'est la démission du gouvernement actuel et avoir un véritable commandant, c'est-à-dire une femme ou un homme qui va prendre le devenir de la France sérieusement, parce que je vous le garantis, si aujourd'hui rien n'est fait, je pense qu'aux Européennes, nous ouvrons le large chemin à l'extrême droite. Voilà. Mais les sondages depuis longtemps, et bien avant la crise des Gilets jaunes, les donnent favoris, de toute façon, un peu partout en Europe. Mais quand vous dites la démission du gouvernement, ça veut dire concrètement la dissolution du Parlement ? Non. Je veux dire, l'Assemblée nationale est élue au suffrage. Le président est élu aussi au suffrage universel. Le gouvernement, l'équipage qui mène le navire normalement à bon port, est mis en place par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, on le voit bien, il y a M. Castaner qui n'a pas réussi pendant 3 week-ends à gérer le mal. Et là, croyez-moi que si c'est simplement quelques cacahuètes qui nous sont offerts, ou si le cap est maintenu comme il l'a dit, et surtout s'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons encore à la catastrophe. Donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement soit disqualifié et que... Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Un homme de poigne et qui s'entoure de personnes... De Villiers, vous avez dit ? Oui, le général. Pas le... Un militaire. Oui, tout à fait. Vous allez voir, ça va être... Donc aujourd'hui, on a un président de la République qui malheureusement n'entend pas son peuple. Moi, je vais vous dire, il faut aller chercher beaucoup plus profondément. Il n'est déjà pas père dans sa vie. Il n'est pas père. Eh oui, non mais attendez. Ça, c'est important. Mais non, mais c'est pas père. Oui, mais lui, il a une fonction. Et je vais vous dire, quand vous êtes père, à un moment donné, vous avez 3 enfants, 4 enfants, vous agissez différemment. Il faut... C'est un mûrissement. C'est quand même difficile si on commence à psychanalyser. Dissolution de l'Assemblée, dissolution, c'est une erreur. Aujourd'hui, il faut changer de gouvernement. Il faut que le peuple se reconnaisse. Ça, c'est une erreur. Il a avoué qu'il n'était pas arrivé à reconnecter le monde politique avec le peuple. Le peuple, dans l'Assemblée nationale, il y est, puisque les députés qui sont sur le terrain sont reconnus majoritairement. Il y a des députés En Marche qui ont été élus avec 60%. J'entends ce que vous dites. Donc, changement de gouvernement. Mais monsieur Chalençon, le changement d'un gouvernement, quels sont les ministres qui, à votre avis, correspondraient à votre désir d'être proche du peuple? Mais non, mais on en arrive à Pierre de Villiers, Premier ministre. C'est vous qui l'avez envoyé. Non, mais c'est très intéressant d'ailleurs ce que vous avez dit. Vous pouvez avoir un Jean Lassalle. Oui, Jean Lassalle, le ministre bien sûr, de l'Agriculture. Alors, qu'on le comprenne déjà. Non, mais Jean Lassalle. Alors, oui, mais alors, je veux dire qu'on le comprenne. Philippe Bilger, là, pardonnez-moi. Mais laissez ça, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. C'est que vous n'entendez pas précisément ce que veut dire. Mais Pascal, arrêtez de me dire que je ne comprends pas. Mais j'ai pas terminé ma phrase. Je saisis. Bon, non, mais j'arrête. Le message qui est envoyé dans ce mouvement-là, c'est précisément... Bien sûr que Jean Lassalle, il est peut-être pas précis quand il s'exprime. Bien sûr que de temps en temps, il dit tout et son contraire. Mais il ou en tout cas, mais
il représente quelque chose auquel est sensible ce mouvement, la sincérité, l'authenticité, le cœur. Mais attends. Chères citoyennes, chers citoyens, madame, monsieur, je suis candidat aux élections législatives. Attends, j'ai le préfet qui m'appelle. En direct avec le préfet, Christophe Chalençon est devenu un interlocuteur privilégié de l'État. Bonjour monsieur le préfet, comment allez-vous? Il est l'un de ceux qui ont déclaré les manifestations de ce week-end. Mais s'il faut aller faire une intervention pour essayer de baisser un peu la température, vous me le dites. Depuis ce week-end, se montrer dans les médias, il adore ça. Bon, vous venez de vivre un moment historique, hein. C'est-à-dire? Là, à mon avis, dans tous les fauteuils de France, ça a fait comme ça. Voilà. Il était le plus haut gradé de l'armée française. Pierre de Villiers, général, chef d'état-major, a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, qu'il a accepté. L'épilogue d'un bras de fer entre les deux hommes, ponctué par un recadrage public du chef de l'État. C'était en fin de semaine dernière. Lilia Melconian avec Cécilia Bress et Marie Cazot. Les yeux dans les yeux et une poignée de main ferme. Le 14 juillet dernier, entre Emmanuel Macron et le général Pierre de Villiers, la tension est palpable. Ce sera la dernière apparition publique des deux hommes côte à côte. 5 jours plus tard, le général a pris sa décision. Il remet sa démission au président de la République. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Car Pierre de Villiers plaide depuis des années pour une augmentation du budget de la défense. Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il atteigne 2% du PIB en 2025. Seulement voilà, les coupes sont annoncées. Les armées se voient amputées de 850 millions d'euros. Le 12 juillet dernier, devant les députés, le général ne cache pas son agacement. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens à allouer n'est plus tenable. Le lendemain, il est recadré publiquement par le chef de l'État. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. Pour Pierre de Villiers, c'est un camouflet. Et sur les réseaux sociaux, il refuse de rentrer dans le rang. Parce que tout le monde a ses insuffisances, personne ne mérite d'être aveuglément suivi. Quelques jours après ces mots, il remet sa démission. C'est une crise majeure pour les armées, c'est une crise majeure un peu pour les institutions, c'est assez mal vécu pour les militaires. Nommé à la tête des armées en 2014 par François Hollande, le général âgé de 61 ans est le frère de l'homme politique Philippe de Villiers. Il avait une longue expérience opérationnelle. Issu de la cavalerie, il était au Kosovo en 1999, en Afghanistan en 2004. Il était connu pour son franc-parler. La démission d'un chef d'état-major des armées est une première sous la Ve République. À l'Assemblée nationale ce matin, unanimité à gauche et à droite pour dénoncer la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le départ du chef d'état-major des armées. C'est une erreur qui repose sur beaucoup d'irresponsabilité et beaucoup d'incompétence. Parce que derrière la démission du général de Villiers, il y a la volonté du pouvoir de désarmer l'État alors que nous sommes face à une menace maximale. Cette démission est en réalité l'aveu pour le chef de l'État de son incapacité, à ce stade, à nourrir une confiance vis-à-vis d'une population militaire qui a besoin de cette confiance pour pouvoir travailler sereinement. Ironiquement,
Benoît Hamon parle même d'un nouveau chef-d'œuvre d'Emmanuel Macron. Beaucoup de députés critiquent notamment la façon dont le président de la République avait recadré le général de Villiers pour des propos tenus à huis clos devant une commission parlementaire. Il n'a pas à être recadré par le chef de l'État, à moins qu'on voit là une conception jupitérienne, une fois de plus, d'un personnage qui se prend pour un monarque et qui pense que même face à une représentation parlementaire, celui qui est chef des armées ne peut plus s'exprimer librement devant les députés. Le Front National, lui, va encore plus loin. Marine Le Pen dénonçant le rétablissement, selon elle, du crime de lèse-majesté. Macron a fait un très très mauvais choix. Il a en plus humilié un grand soldat devant ses hommes. Et il a fait un choix dangereux pour notre sécurité collective et pour nos soldats. Le 13 juillet, la veille, au ministère de la Défense. La veille du 14 juillet, on a toujours fait ça. Il y a une sorte de pot qui est offert aux responsables des armées et des unités qui vont défiler le lendemain. Et là, il leur fait un discours terrible sur le thème « c'est moi le chef et vous n'avez pas à déballer sur la place publique ». Ah mais, ça va pas ça. Une commission du Parlement, c'est pas la place publique. Et on ne déballe pas. On fait son devoir en répondant aux questions qui sont posées par les parlementaires. Vous voyez? Alors, moi je suis intraitable sur le sujet. Les militaires doivent servir et obéir. C'est tout à fait clair. Mais leur service et leur obéissance est due à la nation. Et donc à ses représentants, les députés du peuple. Il est donc tout à fait odieux qu'on se soit saisi d'une fuite de presse. Hein, parce que, évidemment, toute la presse est dans les fuites. Hein, pour s'emparer de cette question, pour faire une tentative autoritaire de démonstration de force. Alors pourquoi? Après tout, on pourrait admettre que, bon, après tout, il roule un peu les mécaniques, le président de la République, il veut montrer qu'il a tout compris. Il est un peu dans l'ivresse des sommets. Hein. Dans le Figaro, ils ont rappelé une formule qu'avait utilisée Macron à propos, où il parle de mes soldats. Bon, doucement là, il faut se calmer. C'est pas tes soldats, c'est ceux du pays. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond dans sa manière de manier l'autorité. Mais là, ça tombe très mal, c'est pour ça que c'est grave. C'est grave quant au principe qui est violé. Le général devait dire ce qu'il pensait. Le huis clos devait être respecté, et c'est pas au général de payer cet abus qui est de faire fuiter pour provoquer un incident et provoquer la réaction du président de la République totalement excessive. Exactement. C'est vous qui aviez conseillé à Emmanuel Macron de prolonger le contrat, entre guillemets, du général de Villiers? Oui, je peux le dire. Je pensais que le général de Villiers était l'homme qui, depuis 10 ans, grosso modo, entre major général et chef d'état-major des armées à la manœuvre, était en mesure, pour l'année qui vient, de remplir les 2 contrats très très importants, qui sont la revue stratégique, qui est déjà lancée, et la loi de programmation militaire, qui va lancer les armées pour les années à venir. Ça veut dire que c'est un coup dur pour le chef de l'État, cette démission? C'est un coup dur surtout sur la façon dont cela s'est passé. On remet au point, on recadre, comme on dit, un chef, oui, dans un bureau, en tête-à-tête, pas devant les hommes. Et il se trouve que le général de Villiers est très apprécié par les armées, et donc les armées l'ont durement ressenti comme quelque chose qui les frappait directement. Ça veut dire que Emmanuel Macron n'aurait pas dû recadrer publiquement le général de Villiers, mais faire ça dans un bureau à l'Élysée, par exemple. Voilà, dans un bureau à l'Élysée, je pense que ça aurait pu se faire. J'ajoute que dans toute cette manœuvre de la semaine dernière, il y a quand même 3 erreurs. Hein. L'erreur des députés qui font fuiter ce qui se passe en commission. Le général de Villiers avait parfaitement le droit, et c'était même son devoir, de dire la vérité devant les députés. Ça n'est pas la peine de s'en ouvrir aux médias alors que la séance était à huis clos. La deuxième erreur, c'est le ministère du Budget qui profite du déséquilibre parce qu'il y a le départ d'un ministre, arrivée d'un nouveau ministre, pour enfoncer le coin, comme il en a l'habitude, sur le problème du budget de la défense. Et la troisième erreur, c'est ce problème de remise du président, de recadrage en public. Est-ce que Emmanuel Macron a commis des erreurs de commandement, en tout cas dans ces derniers jours? Vu d'un œil de militaire, je le répète, oui. J'ai vécu cette attaque dans ma chair, réellement.
Nous, dans l'armée, nous tirons à balles réelles. Nous savons ce que c'est que la mort, la blessure et les blessés, qui sont pour l'essentiel dans l'armée très jeunes, sont pour moi toujours un repère et permettent de garder l'humilité et la modestie quand on est chef d'état-major des armées. Eh bien, moi je m'incline modestement devant les victimes, devant les blessés du Bataclan. J'en ai rencontré souvent, notamment à l'hôpital Percy, quand j'allais visiter les blessés militaires. Et c'est à cela d'abord que je pense. De Villiers est un grand admirateur de l'OTAN, il se félicite du rôle de la France, il se félicite que les systèmes français soient intégrés justement avec les systèmes américains. Je cite page 180, « Les Américains connaissent tout autant l'efficacité de notre armée de terre, nous étions à leur côté en Afghanistan, nos forces spéciales travaillent en étroite relation avec eux. L'OTAN est encore nécessaire pour développer l'interopérabilité des procédures et des états-majors, outil indispensable dans les opérations complexes internationales, comme celles que nous avons menées au Kosovo ou en Afghanistan. » Donc c'est aussi un peu paradoxal, c'est-à-dire que la question de l'OTAN ne devrait pas se poser en tant que nécessité de faire progresser l'interopérabilité, etc. La question c'est, est-ce que la France a un intérêt quelconque à participer à l'OTAN? Quelle est la menace? Dans la mesure où en plus, avec le 5e article du traité de l'Atlantique Nord, nous serons engagés automatiquement aux côtés de n'importe quel pays de l'OTAN qui sera en guerre. Donc cette question-là, sur quelle est la menace, ne se pose absolument pas pour le général de Villiers, qui valide tout, y compris donc cette opération au Kosovo qui s'est faite contre le droit international. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est typiquement à gauche, c'est-à-dire que le droit international ne compte pas. Ce qui compte, c'est la prédominance et la supériorité des valeurs que la République française est censée porter. Alors justement, le général de Villiers essaie de définir cette menace. Et voilà ce qu'il écrit, page 172, sur l'OTAN. « Cette alliance de défense a pour but de sauvegarder la paix et la sécurité, et s'est élargie au fil des décennies pour compter aujourd'hui 29 membres. » Alors ça, c'est complètement faux. Je reprends l'exemple du Kosovo. Il ne s'agissait pas de sauvegarder la paix et la sécurité, mais de permettre la création d'un État fantoche sur des bases islamisto-mafieuses. Donc l'OTAN n'a absolument pas apporté la sécurité à personne, mais au contraire, un abcès de fixation du terrorisme et de la mafia en plein cœur de l'Europe. Je cite toujours par page 173, « Lors de chaque réunion des chefs d'état-major, il a fallu réduire les divergences entre les pays du Sud, axés évidemment sur le terrorisme, et ceux de l'Est, focalisés sur la Russie. La France, aux côtés des États-Unis, a d'ailleurs un rôle important à jouer pour maintenir cette cohésion grâce à la crédibilité de son engagement opérationnel. Je m'y attachais régulièrement avec mon homologue américain, le général John Dunford, avec lequel j'ai toujours travaillé en confiance. » Toujours sur l'OTAN et le terrorisme international, je cite le général de Villiers, page 173. « Depuis plusieurs décennies, l'OTAN assure avec succès la protection du territoire et des populations européennes. » Oui, ça c'est vrai jusqu'en 1989-1991, mais après, ça n'a pas servi à grand-chose pour protéger les populations européennes, l'OTAN. Mais elle est sans doute moins adaptée à la nouvelle forme de guerre qui nous est faite par le terrorisme islamique radical. Elle n'est même pas du tout adaptée en fait à cette forme de menace. L'OTAN n'a jamais empêché les attentats de Paris et n'a servi absolument à rien. Et au contraire, ce sont nos alliés à l'intérieur de l'OTAN qui ont été des vecteurs d'instabilité au Moyen-Orient, qui ont provoqué ce terrorisme qui a frappé la France. Le général de Villiers, bien entendu, valide l'expansion de l'OTAN aux frontières de la Russie. Je cite page 96. La France participe aux mesures dites de réassurance conduites sur le territoire et aux approches des pays d'Europe centrale et orientale membres de l'OTAN, par exemple les missions de police de l'air dans les pays baltes avec ses avions de chasse, les missions de surveillance maritime en mer Baltique, le détachement terrestre blindé mécanisé en Estonie, puis en 2018 en Lituanie. Ces missions sont utiles pour garantir la sécurité de ces pays dans la zone, mais elles sont aussi une preuve de l'engagement de notre pays au profit de ses alliés. Contre la Russie,
Est-ce que le général de Villiers pense sérieusement que la Russie a l'intention d'envahir les pays baltes? Combien cela coûte à la France de déployer des unités à plus de 1000 km de leurs frontières? Quel est l'intérêt? Quel est le risque? Quel est le danger? Quel est le niveau de risque que la Russie envahisse les pays baltes? Aucun. Le général de Villiers s'affirme également comme étant un européiste convaincu qui a une véritable pensée de centre-gauche. Intéressant d'ailleurs, dans la page 166, justement, il parle de Jean Guiliani. Au-delà des discours proclamant la nécessité de refonder une Europe fédérale et en même temps une Europe confédérale et en même temps supranationale, que pouvons-nous mettre en place concrètement? Les militaires n'ont pas besoin d'idéologie mais de pragmatisme. Ça, c'est une forme de pensée qui est très présente au sein des élites de l'armée française, c'est-à-dire que le militaire ne pense pas. Sous-entendu, les militaires n'ont pas besoin de réfléchir sur l'utilité, la légitimité ou le bon sens de l'idéologie qui motive le gouvernement français, mais simplement exécuter les ordres. Donc le général de Villiers, en matière de politique étrangère, est un homme profondément à gauche, dans la tradition girondine de faire la guerre aux tyrans, dans la tradition de la Troisième République de Jules Ferry, de disperser nos forces dans des conquêtes coloniales au nom du droit des races supérieures pour y répandre la bonne nouvelle républicaine et démocratique. Il est de gauche dans son atlantisme. Il aurait sans doute fait partie de ces généraux qui se sont opposés au général de Gaulle lorsqu'il a quitté le commandement intégré de l'OTAN. Pour lui, l'armée française n'est pas là pour défendre les intérêts de la France, mais une espèce de vision postmoderne. Et l'intérêt supérieur de la France n'est pas le problème qui se pose au général de Villiers. Voilà. Je reprends l'ancien chef d'état-major des armées françaises. Sert maintenant les Américains. Est-ce que c'est normal ? Oui, alors c'est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. Effectivement, le général de Villiers, qui avait défrayé la chronique au mois de juillet de l'année dernière par son opposition frontale avec Macron, qui avait voulu défendre bec et ongle le budget du ministère de la Défense, il avait d'ailleurs raison de le faire. La suite l'a montré, puisque j'en ai parlé, je crois, dans un entretien précédent. Emmanuel Macron a fait sa crise comme ça, d'enfant gâté. Donc il y a une non, je vais baisser quand même le budget du ministère de la Défense. Donc il l'a baissé. Ça a provoqué la crise qu'on a connue avec le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui a donc démissionné. Pour maintenant, le même monsieur Macron, 8 mois après, maintenant veut augmenter considérablement le budget du ministère des Armées. Bon. Alors, ce qui est décevant, c'est très décevant, c'est d'avoir appris en effet que le général de Villiers a décidé d'aller pantoufler, si j'ai bien compris, c'est dans un cabinet de conseil anglo-saxon, dans le Boston Consulting Group, le BCG, c'est très connu. C'est un des grands cabinets d'audit anglo-saxons. Voilà. Originaire de Boston, comme son nom l'indique. Voilà. Je trouve que ça pose quand même un vrai problème, parce que, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois en France qu'un ancien chef d'état-major des armées va se vendre dans une officine étrangère et qui plus est américaine. Les autres chefs d'état-major des armées, traditionnellement, quand ils quittaient leurs fonctions, avaient des postes éminents, soit dans des institutions de la République. Je crois qu'il y en a un qui est devenu plus ou moins à la tête de l'ordre de la Légion d'honneur, mais je me trompe peut-être. Voilà, dans des institutions. Après, il y en a qui sont allés dans l'industrie de l'armement française. C'était déjà un petit peu moins bien parce que ça donnait à penser qu'ils pouvaient avoir voulu promouvoir des intérêts privés. Mais là, c'est carrément des intérêts privés étrangers. Ça ne va pas. Ça ne va pas et je pense que ça, c'est une dérive qui a été illustrée par beaucoup de scandales auparavant. Je pense par exemple à la femme d'Hervé Guémard, Clara Guémard, qui s'est fait embaucher par General Electric alors qu'elle était à la tête de Ubi France, c'est-à-dire de ce qui gérait le commerce extérieur de la France. Ça n'est pas bien. Je pense aussi à l'ancien ministre du Commerce extérieur qui est allé travailler chez Boeing, etc. Enfin, on pourrait dresser une liste. Moi, je pense qu'il faudrait, ça on pourra peut-être l'inclure pour peaufiner le programme, avoir des précisions sur les pantouflages des hauts fonctionnaires. On ne peut pas interdire le pantouflage d'un haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé en fin de carrière, où en général, et quoi qu'en disent ceux qui tapent sur les fonctionnaires, en général, on gagne moins bien sa vie dans la fonction publique que dans la fonction privée.
J'en sais quelque chose. Donc, ceux qui, en fin de carrière, après avoir fait toute leur carrière, partent dans une entreprise, ça n'est pas totalement anormal. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup mieux encadrer cela, en particulier pour, j'allais dire, les fonctions les plus éminentes, les plus en vue. Je pense que quelqu'un qui a été ministre d'un gouvernement français, quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, directeur du Trésor, directeur des impôts, les grands directeurs de ministères, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, enfin bref, il devrait y avoir une série de, 300, 400 fonctions dans la République. À partir du moment où vous les avez occupées, il y a déjà actuellement un comité d'éthique, mais il devrait y avoir une impossibilité de pantoufler dans des organisations de cette nature, parce que ça n'est pas, tout simplement, ça n'est pas digne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une autorité juste? Il se définit comme un praticien de l'autorité, a passé 43 ans dans l'armée pour finir chef d'état-major avant de démissionner en juillet 2017, l'an passé, après la réduction du budget de la défense annoncée, désavouée par le président de la République. Un coup d'éclat, une première dans l'histoire de la Ve République. Une décision dont il dira qu'elle était devenue pour lui un devoir, personnel et collectif. S'il respecte les traditions de la Grande Muette, ce général d'expérience a décidé de parler aujourd'hui dans un livre, Servir d'abord, puis Qu'est-ce qu'un chef, qui paraît chez Fayard. Une question d'actualité. Bonjour, général Pierre Devilliers. Bonjour madame. Bon, j'ai pas fait mes classes, vous l'entendrez tout de suite. Vous pouvez rester Je dis bonjour au repos. général, je dis monsieur Normalement, Devilliers. vous dites bonjour général. Bon, bonjour général, je recommence. Les médias américains présentent une France en guerre. Le Times parle d'une atmosphère de guerre civile. Général, sommes-nous en guerre? Alors, c'est une vraie question. On est en guerre parce que l'ancien chef d'état-major des armées que je suis ne peut pas vous dire que nous soyons en paix. Il y avait, quand j'étais chef d'état-major, et c'est encore le cas aujourd'hui, tous les jours des attaques extrêmement meurtrières, des morts et des blessés de par le monde sous le coup du terrorisme islamiste radical. Et puis on voit bien les pressions qui s'exercent à la fois en mer de Chine, au Levant, mais aussi en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Les pressions au travers du retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui réarment depuis une dizaine d'années de 5 à 10% par an. La conjugaison de ces deux menaces, finalement distinctes mais pas totalement disjointes, on le voit en Syrie, puisque tous ces pays sont plus ou moins représentés en Syrie pour combattre le terrorisme, en réalité avec chacun leur agenda. Cette conjugaison, cette simultanéité de ces deux menaces rend le monde, je crois, dangereux, mais surtout beaucoup plus instable. Mais là, général, je vous parle de la scène intérieure, ces déclarations et ces images des médias internationaux et notamment américains. Ce sentiment d'une France en guerre ont été dites, prononcées au lendemain d'un 3e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et de violences qu'on a pu voir notamment dans la capitale. Guerre civile, vous iriez jusque-là? Alors moi, je ne crois pas. Je crois que je sais à peu près ce que c'est que la guerre. Et ce dont je vous ai parlé, c'est la guerre telle que je la considère aujourd'hui de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très préoccupante sur le sol national, évidemment, qui est finalement une forme d'illustration de ce que je décris dans mon livre. Cette crise de l'autorité à laquelle nous assistons. Vous savez, j'ai écrit un premier livre, vous l'avez évoqué, le livre Servir. Je suis allé faire beaucoup de séances de dédicaces dans toute la France, une trentaine de déplacements, et j'ai vu le changement de climat progressif. Beaucoup d'espérance en début d'automne 2017, puis une certaine inquiétude, et puis durant l'hiver et début du printemps 2018, le doute, on dit souvent le doute c'est le début de la défaite, et puis durant l'été, un début de colère sourde, colère, j'allais dire populaire. C'est pour ça que j'ai accéléré la rédaction de ce livre, parce que je crois que ce fossé qui se creuse entre ceux qui sont au sommet et ceux qui sont à la base est
est de plus en plus important et il faut le combler. Ce fossé, ce n'est pas simplement dans la société, c'est aussi dans les entreprises, dans les associations, dans le sport. Dès qu'il y a un sommet et des gens qui exécutent, on voit bien qu'il n'y a plus cette confiance suffisante. Il vous a fallu sortir de cette bulle qu'est l'armée pour constater cette colère-là. C'est quelque chose que vous n'avez pas retrouvé dans les rangs de l'armée quand vous y étiez? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit, parce que j'ai une expérience de 43 années de commandement, de direction des hommes et des femmes, dans des circonstances parfois extrêmement tendues et difficiles, vous l'imaginez, lors d'opérations. Et finalement, j'ai constaté que j'avais peut-être des choses à faire valoir. Comment est-ce qu'on peut mettre en mouvement des jeunes de 20-30 ans, puisque plus de 50% de nos effectifs ont moins de 30 ans aujourd'hui dans les armées, des jeunes d'aujourd'hui, pour aller, si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême pour la France, pour la patrie, pour la paix, pour le pays, pour les valeurs. Oui, nous avons réussi dans l'armée, nous réussissons encore aujourd'hui à maintenir cette confiance entre le chef et ses subordonnés, ses équipes, parce qu'en réalité, la vraie autorité, c'est l'origine du mot latin, latine, auctoritas, élever, accroître, augmenter. Eh bien, c'est faire que ceux qui sont sur le terrain apportent les solutions et que ceux qui commandent restent à leur niveau. C'est ce que... Il faut expliquer quand même que vous-même, j'imagine, vous avez été très surpris par le succès. Quand on fait un livre, c'est pour qu'il soit lu, ça va de soi. Mais quand même, quand vous avez publié Servir chez Fayard, votre premier livre, vous ne vous attendiez quand même pas à un tel succès, avouez, mon général. Non, pas du tout. Non, vous savez, j'ai eu une succession d'étapes imprévues à partir de début juillet 2017, puis après avec mon départ. Ensuite, le 20 matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez démissionné le 19 juillet, après le défilé. Hein. Dans la foulée, finalement, c'est une vie qui s'arrête. 43 années, c'est quand même pas rien. Et puis finalement, je me suis lancé dans cette aventure de l'écriture. C'était mon premier livre. Je ne connaissais pas du tout l'exercice et j'ai été agréablement surpris parce qu'on en a vendu 140 000. C'est un grand succès. Puis après, j'ai fait le tour de France. Ça a été merveilleux de pouvoir rencontrer les Françaises et les Français. C'est un exercice là aussi que je ne connaissais pas. Très intéressant. Alors, après Servir, voilà donc Qu'est-ce qu'un chef ? Un livre qui va m'être utile ici avec Christine Angot et Charles Consigny. Je crois que je vais réviser totalement ma façon de faire avec... Je n'ai pas écrit pour vous, mais vous pouvez le lire. Alors, tout à l'heure, on parlera football, forcément, parce que vous évoquez le football dans votre livre. J'espère qu'on va parler football, parce que là, vraiment, c'était ma soirée. Hein. Ah oui, c'est une de vos passions. Mais moi, j'ai eu surtout des surprises dans votre livre, parce que je me suis aperçu qu'un général pouvait être écolo. C'est vrai. Et alors même, ça va surprendre, hein, parce qu'on connaît votre nom, on connaît votre frère, Philippe de Villiers, il pouvait même parfois être de gauche, dites donc. Ça dépend ce qu'est être de gauche. Ça m'a pas sauté aux yeux. Ah bah quand même, richesse et pauvreté qui accroissent les tensions. Quand vous écrivez quand même que cette mondialisation accroît les disparités et l'injustice sociale, qu'elle nous éloigne de ce qui devrait être notre effet majeur, le bien commun, et surtout, le paragraphe d'après, si ça, c'est pas être de gauche, comment accepter l'écart de salaire de 1 à 300 entre certains PDG de grands groupes internationaux et leurs ouvriers? Général Mélenchon, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. Ce passage a dû surprendre dans la famille quand même. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon audition... qui a fait un peu de bruit juste avant de partir à la commission de la défense à l'Assemblée. J'ai eu les félicitations de l'ensemble de la classe politique. Et finalement, c'était un beau compliment parce qu'une armée incarne la nation dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa globalité. Et j'ai eu la chance d'être félicité par l'ensemble de la classe politique. Alors, moi, si être social, si effectivement dire... un écart de salaire de 1 à 300, ça ne pourra pas durer éternellement. Alors que nous, on est à 1 à 8 aujourd'hui. Moi, je suis fondamentalement social. J'ai vécu dévoué
à l'ensemble des équipes, des soldats, marins, aviateurs que j'ai commandés pendant 43 années, parce que toute autorité est un service, et je considère que quand on est chef, on n'est pas là pour les honneurs, mais notre honneur, c'est de nous dévouer à ceux que l'on commande. C'est le cœur de mon livre, c'est le cœur de ce que j'essaie d'être modestement, humblement. De petits coups de canif au contrat social, mais qui a déchiré le contrat social depuis 18 mois? Qui a déchiré la France? C'est vous. C'est vous. C'est vous, Emmanuel Macron. Parce que quand on mène une politique aussi injuste, où dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et on vient prendre 20 € ou plus de CSG aux petits retraités, où on vient prendre, supprimer, gratter des ATPL sur les petits locataires, c'est une politique tellement injuste, même menée avec une telle évidence, et avec doublée d'une telle arrogance, quand on vient dire aux Français, vous êtes des gens qui ne sont rien, vous êtes des gouloirs réfractaires. La France a besoin de calme. Oui. La France a besoin de calme. Et autant je sympathise avec les Gilets jaunes, et je suis plutôt du côté du Ruffin idéologiquement, autant je pense que toutes les mesures, je dirais, de type globalisante et maximaliste, du genre de réclamer des démissions, réclamer des dissolutions, là je vais reparler en tant qu'historien modéré, dans le contexte actuel de décomposition du système politique français, de désintégration et d'atomisation de la société française, ça ne peut produire que plus d'anarchie. Je vous le dis, ce genre de situation mène beaucoup plus sûrement à des coups d'État qu'à des renouveaux démocratiques.